Bonjour, en complément du cours précédent, en ce qui concerne les notions de physique acoustique, on doit compléter cette partie par d'autres notions. On rappelle la nature de l'onde sonore. D'après ce schéma-là qu'on voit, c'est l'exemple de la propagation d'une onde dans un canal droit. Dans ce canal, dans un point X, la pression acoustique est fonction de la distance à la source et de la longueur d'onde. C'est donc la vitesse de propagation. C'est un déphasage. Dans le cas d'une onde longitudinale, la propagation se fait à une vitesse finie, de l'ordre de 1500 mètres par seconde dans le cas de l'eau. Dans un instant donné, la pression acoustique suit le long des faisceaux ultrasonores des variations cycliques décalées, ou bien ça veut dire déphasées, par rapport à la source en fonction du temps et de la fréquence. Donc la variation de la pression, il suit l'équation suivante. Delta P égale delta P0, ça veut dire la pression avant la propagation de l'onde, fois sinus Kx moins oméga t, avec K, c'est 2P sur la longueur d'onde, et oméga, la pulsation égale à 2P sur la période. Dans ce diapo-là, on doit traiter l'équation de propagation des ondes. L'équation de propagation d'une onde dans un milieu non absorbant qui permet de relier quoi? La célérité, ça veut dire la vitesse de propagation de l'onde, aux propriétés mécaniques des milieux que sont la densité ρ et le module d'élasticité grand E. Donc la célérité est égale à racine carrée de grand E sur la densité. Ainsi, la célérité des ondes ultrasonores ne dépend que de la nature du milieu d'après cette équation. Donc ces trois paramètres ils sont reliés par cette formule. Cette équation appliquée au déplacement des molécules forme le milieu. Donc, il satisfait à l'équation suivante qui est l'équation de propagation des ondes dans le milieu. C'est la dérivée seconde par rapport à la position x du déplacement est égale à 1 sur c au carré fois la dérivée seconde du déplacement a par rapport au temps. Donc, cette équation-là, c'est une équation de propagation des ondes. Sa solution, elle est simple. En cas particulier, pour l'exemple que nous avons déjà pris, ça veut dire la propagation le long d'un tuyau infiniment long et l'état stationnaire, cette solution est égale à, qui est le déplacement de la particule, elle dépend du temps et de la position, est égal à 0, c'est la position initiale, sinus oméga t moins kx. Donc ce qu'il faut retenir, que l'équation de propagation des ondes, il suit l'équation citée précédemment. La dérivée seconde par rapport à la position est égale à 1 sur c au carré, la dérivée seconde par rapport au temps d'un paramètre donné, soit le déplacement, soit la pression, soit la vitesse particulière. Donc, on change le A par la pression. On doit y avoir la dérivée seconde par rapport à la dérivée seconde de la pression par rapport à la position est égale à 1 sur c au carré, la dérivée seconde de la pression par rapport au temps. Ou bien, la vitesse de vibration moléculaire, la dérivée seconde du U par rapport à la position est égale à 1 sur c au carré, la dérivée seconde de la vitesse par rapport au temps. Donc ce qu'il faut retenir, c'est l'équation de propagation des ondes avec l'équation qui relie le module d'élasticité des milieux et la densité aussi
du milieu à la célérité. Par ailleurs, la pression acoustique P et la vitesse de vibration U sont en phase et sont reliés par la relation. P en fonction de x et de temps est égal à ρ si U, qui est la vitesse particulière en fonction de la position et du temps. Maintenant, on passe aux caractéristiques des ondes acoustiques. On doit citer les 4 caractéristiques: la longueur d'onde, la fréquence, la vitesse de propagation et l'énergie et pression acoustique. Premièrement, concernant la longueur d'onde et la période T. La longueur d'onde correspond à la distance séparant deux points du milieu dans le même état vibratoire. Il traduit la périodicité dans l'espace de l'onde ultrasonore en supposant que la source ou origine de l'onde est périodique dans le temps et caractérisée alors par sa période T. Il existe bien sûr une expression qui relie ces trois grandeurs. La longueur d'onde, elle, est égale à V qui est la célérité fois la période T. Pour simplifier, on a coutume de choisir un mouvement sinusoïdal, un mouvement vibratoire harmonique simple, comme source ou origine de l'onde. Dans ce cas, l'équation du mouvement local des particules s'écrit Y est égal à 0 sinus oméga t, où Y représente l'élongation, à 0 l'amplitude maximale de l'élongation, oméga est la pulsation, ainsi que t c'est le temps. Double périodicité. On prend un photon du milieu à un moment donné. La hauteur de l'eau dans une direction donnée varie de façon périodique. Ici, presque sinusoïdale, en fonction de la position. On a donc une périodicité spatiale, la distance entre deux maxima, ou bien les minima, et la période spatiale encore appelée longueur d'onde. Voilà, on a la propagation de l'onde, la représentation de la propagation de l'onde en fonction de la distance x. Donc, qu'est-ce que la longueur d'onde? La longueur d'onde, c'est la distance séparant les deux crêtes, soit maxima ou bien les deux crêtes qui sont minima. On se place maintenant à un point donné. La hauteur de l'eau décrit une oscillation sinusoïdale au cours du temps. Sa période correspond à la période T de l'excitation. C'est une période temporelle. Ici, on a la même chose. Si on se place dans un point donné, on voit quoi? On voit que la hauteur de l'eau, il suit cette évolution, mais cette fois en fonction du temps. À la différence des graphiques précédents où il est en fonction de x, qui est la position. Donc, qu'est-ce qu'il est? Donc, quelle est la période? La période, elle correspond à la période T d'excitation. C'est une période temporelle, à la différence de la précédente qui est la période spatiale. Donc, la différence, la période, elle est représentée par la distance temporelle entre les deux crêtes. Maxima ou bien minima, il est représenté en fonction des temps. Donc si le temps, la période, c'est le temps qui sépare les deux crêtes maxima ou bien les deux crêtes minima. Ainsi, une onde progressive périodique est caractérisée par une double périodicité. Donc une période spatiale qui est la longueur d'onde en mètres et une période temporelle t en secondes. Donc lambda égale à c fois t.
Donc, la relation entre ces deux périodes, spatialement qui est la longueur d'onde et temporellement qui est le temps, ils sont reliés par un facteur qui est la célérité de l'onde. Passons maintenant à la fréquence de l'onde. La fréquence de l'onde, mesurée en Hertz, est le nombre d'oscillations par seconde. Elle correspond à l'inverse de la période. Donc la fréquence est égale à un certain. La fréquence de l'onde est directement reliée à la pulsation par la relation suivante. Oméga égale 2p fois mu. Les fréquences sont un moyen simple de classement des ondes sonores en général. Il y a les infrasons, fréquences en dessous de la gamme audible, ça veut dire entre 0 et 20 Hz. Les sons audibles entre 20 Hz et 20 kHz. Les ultrasons entre 20 kHz et 1 GHz. Les hypersons, fréquence supérieure à 1 GHz. La période aussi est égale à l'inverse de la fréquence, à un CRF. Donc, quelle est la haute fréquence et la basse fréquence? La haute fréquence, d'après ce schéma-là, bien ce graphique, on voit que les crêtes elles sont rapprochées. Ça veut dire la période T, elle est très courte. Basse fréquence, on voit que la distance, que le temps qui sépare les deux crêtes, il est comment? Il est un petit peu augmenté. Ça veut dire la période il est un petit peu élevée. Et donc, c'est la basse fréquence. Donc, il suffit de voir un schéma et tu auras une idée sur la fréquence de l'onde. Lorsque les crêtes sont rapprochées, ça veut dire high fréquence, haute fréquence. Lorsqu'elles sont éloignées, ça veut dire basse fréquence. Passons maintenant à ce diagramme concernant l'utilisation des ultrasons en échographie. On a dit qu'en médecine, on peut travailler avec des ultrasons dont la fréquence elle est entre 1 MHz jusqu'à 50 MHz d'une manière générale. Ce schéma-là montre les applications des ultrasons en fonction de la fréquence. Exemple, les basses fréquences autour de 1 MHz, on travaille dans le domaine de la cardiologie, Doppler transcrânien, abdomen et obstétrique, entre 1 et 5, la pédiatrie, muscles et tendons. Autour de 10, ce sont les vaisseaux périphériques, organes superficiels. Autour de 50, 30, 50, c'est la peau et l'endovasculaire ainsi que de l'œil. Donc la fréquence, elle a une valeur très importante, en échographie. En mode échographique, l'effet de fréquence. Les fréquences ultrasonores les plus élevées permettent d'obtenir la meilleure résolution spatiale. Cependant, la profondeur accessible diminue lorsque la fréquence ultrasonore augmente. Donc,
Si on veut explorer une profondeur importante, donc on n'utilise pas les hautes fréquences, car les ondes s'atténuent rapidement. Les basses fréquences offrent une moindre résolution spatiale, sont nécessaires pour les examens nécessitant une grande profondeur d'exploration. Exemple, la cardiologie, l'examen Doppler transcrânien, où il est nécessaire de franchir la barrière osseuse temporale. Des fréquences intermédiaires sont nécessaires pour l'exploration abdominale chez l'adulte et l'obstétrique. Des fréquences un peu plus élevées sont utilisées en pédiatrie ainsi que pour les muscles et tendons. Les fréquences élevées sont applicables aux vaisseaux périphériques et aux organes superficiels. Des fréquences très élevées sont utilisables dans des applications spécialisées comme l'échographie endovasculaire, l'échographie de la peau et des segments antérieurs de l'œil. Donc en résumé, la notion de fréquence est plus importante en échographie. Avant de commencer un travail échographique, il faut choisir quelle fréquence avec laquelle on doit travailler, qui dépend de la région à examiner ainsi que de la résolution spatiale recherchée et la profondeur d'exploration. Les paramètres caractérisant le milieu. Il y a la masse volumique ρ, l'élasticité, ou bien ce qu'on appelle le module de Young au grand E. C'est une constante reliant la déformation des milieux et la contrainte exercée. C'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. Il est d'autant plus grande que le milieu est moins compressible. Et l'impédance acoustique Z, c'est une caractéristique aussi des milieux. Il est défini par Z égale la densité ρ fois la célérité, ou bien la racine carrée du module d'élasticité grand E fois ρ. Détaillons maintenant qu'est-ce que l'impédance acoustique. L'impédance acoustique, ou bien caractéristique Z d'un milieu, est le produit de sa densité par la célérité de l'onde ultrasonore Z égale ρ fois C. Il s'exprime en kg par mètre carré par seconde. L'impédance représente la résistance d'un milieu à la pénétration de l'onde ultrasonore. C'est une résistance. Il est plus élevé pour les solides, comme le tissu osseux, et plus faible pour les gaz et les liquides. Donc, retenez la formule suivante, Z égale à ρ C. La réflexion des ultrasons sur les interfaces dépend de la différence d'impédance acoustique de part et d'autre. Prenons par exemple une interface à l'intérieur du corps humain. Par exemple, l'interface entre les structures du rein, le tissu mou du rein, et la graisse périrénale. Donc, il y a une séparation entre les deux, ce qu'on appelle l'interface. Lorsqu'un rayonnement ultrasonore arrive dans cette zone-là, donc il trouve une certaine résistance. Cette résistance-là qui se manifeste à l'interface, vu que le Z, ou bien l'impédance acoustique de la graisse, il est différent de l'impédance acoustique de tissu mou du rein. L'impédance acoustique Z est le rapport de la pression acoustique sur la vitesse de vibration des molécules du milieu, au tissu considéré. Et il dépend, comme nous l'avons vu précédemment, de la masse volumique et des modules d'élasticité des milieux, ainsi que de la vitesse de propagation ultrasonore dans ce milieu. Ça veut dire Z égale ρ sur U égale ρ fois C égale racine carrée de ρ fois le module d'élasticité. Voilà ici un exemple d'impédance acoustique dans le corps humain. Lorsque l'onde est transmise dans les tissus, les ondes ultrasonores rencontrent des milieux de caractéristiques physiques différentes. Ces différences peuvent être exprimées en termes de densité, de vitesse de propagation des ultrasons et d'impédance acoustique Z.
Cette dernière est égale au produit de la densité par la vitesse de propagation des ultrasons. L'impédance acoustique de la graisse est ainsi inférieure à celle de l'eau, laquelle est inférieure à celle du cerveau. Les muscles présentent une impédance acoustique plus grande et l'impédance est encore beaucoup plus élevée pour l'os. Donc on voit le diagramme suivant. On a sur l'axe des Y l'impédance acoustique, sur l'axe des X, on a les organes. Donc on représente l'impédance en couleur jaune et la masse spécifique en couleur verte, ou bien bleu, légèrement bleu. Donc l'impédance acoustique la plus élevée, c'est l'impédance acoustique de l'os compact. Puis, de manière décroissante, l'os spongieux, les muscles, la rate, le foie, le sang, ainsi que les reins et le cerveau et l'eau, la graisse, ils ont presque la même impédance. Par contre, pour le poumon, son impédance elle est très faible. Pourquoi? Car la densité de l'air que contient le poumon elle est faible. Vu l'équation que Z égale A au C. Ce qu'il faut retenir, que l'impédance dépend des milieux traversés. Ce qui nous intéresse, c'est les différents organes du corps humain. Un autre exemple dans le tableau suivant. Là, on montre l'impédance caractéristique et la masse spécifique des organes ou bien des tissus suivants. Sang, squelette, cerveau, tissu adipeux, rein, foie, poumon, muscle, rate et os. La masse spécifique, ça tourne autour de la valeur 1. L'impédance acoustique, la plus élevée, c'est celle du squelette. C'est de l'ordre de 3,75 jusqu'à 7,33. La plus faible, c'est celle du poumon. C'est de l'ordre de 0,26. Maintenant, on doit parler d'une autre caractéristique qui est la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore. La vitesse de propagation, bien ce qu'on appelle la célérité, ce qu'on note en général par le C, V ou bien le C, elle dépend étroitement de la nature plus ou moins dite élastique du milieu, caractérisée par l'élasticité E, que l'on appelle aussi module d'élasticité, et de la densité ρ du milieu traversé. Chaque particule rencontrée par l'onde se comporte comme un oscillateur microscopique. Il se met en vibration. Cette vibration se transmet de proche en proche aux autres parties du milieu. On a déjà vu ça dans le cours précédent. L'amplitude de vibration ou du mouvement oscillatoire local des particules dépend alors évidemment des qualités élastiques et de la densité du milieu, comme l'oscillation des masses suspendue à un ressort élastique. Donc il faut cependant bien sûr saisir que c'est l'énergie de ce mouvement oscillatoire qui se transmet de proche en proche, mais qu'il n'y a pas de déplacement de la matière de la source de propagation de l'onde. Pour illustrer ceci, on peut penser à l'effet produit par le jet d'une pierre dans l'eau, repos. Les ondes produites se propagent bien en vagues successives à partir des points sources, mais on remarque qu'un bouchon placé à la surface de l'eau oscille sur place. On a déjà parlé de ça dans le cours dernier. Au lieu des bouchons, on a que dire que un petit bateau qui se trouve à la surface de l'eau qui fait des oscillations de va-et-vient. Donc l'équation reliant la célérité, la densité et l'élasticité, c'est V carré égale AE sur ρ, ou bien V égale racine carrée de E sur ρ. On peut écrire V ou bien C, ce qu'on appelle la célérité. Donc on résume dans le tableau suivant qu'à l'intérieur du corps humain, la célérité
des ondes dépend de l'organe traversé. Pour l'air, la célérité c'est de l'ordre de 343 mètres par seconde. Pour le poumon, de l'ordre de 650 jusqu'à 1160 mètres par seconde. Pour l'eau, ça veut dire aux alentours de 1500. Les autres tissus mous, exemple liquide amniotique, le cerveau, les muscles, la rate, le rein, le sang, tous ces organes-là, ils ont une célérité de l'ordre de 1500, entre 1510 jusqu'à 1580. La moyenne autour de 1500. L'os, c'est de l'ordre de 2100 jusqu'à 4080. Ça dépend, est-ce que c'est un os spongieux ou bien un os compact. Donc, ce tableau-là, on peut le diviser en trois parties. Une partie dont la célérité est faible, exemple l'air et le poumon. Une partie dont la célérité autour de 1500 mètres par seconde, c'est tout ce qui est eau, liquide amniotique, cerveau, muscle, rate, rein, sang. Et la troisième partie, c'est là où la célérité est très élevée, c'est le cas de l'os. Voilà un autre diagramme qui permet de montrer la célérité en fonction des organes par fourchette. Donc la célérité, ça varie entre 1450 jusqu'à 1700 dans le cas des muscles et de la collagène. C'est un diagramme très détaillé. Passons maintenant à ce qu'on appelle la pression acoustique. L'oreille est sensible à des vibrations de pression acoustique, l'unité sur le Pascal. Il est très sensible puisque le rapport des pressions acoustiques entre le son audible et le son douloureux est de l'ordre d'1 million. On définit ainsi le seuil de débilité à une pression de 20 micropascal. Le seuil de la douleur, c'est de 20 pascal. Prenons par exemple une onde qui se propage en l'air. Cette onde-là, il arrive à votre oreille. Pour que votre oreille puisse le détecter, il faut qu'elle ait une pression au minimum de 20 micropascal. Plus l'onde qui a reçu votre oreille et la pression est plus élevée, plus il est bien détecté par votre oreille. Mais lorsque la pression il atteint une valeur qui est plus importante de l'ordre de 20 pascal, donc l'oreille doit sentir une douleur, ce qu'on appelle le seuil de la douleur. On a donc été amené à utiliser un artifice pour gérer cette échelle de sensibilité. Donc si on passe de 20 microns jusqu'à 20 pascal, donc c'est une très grande échelle. Pour le représenter, on utilise ce qu'on appelle l'échelle logarithmique, qui entre un son juste audible et un son douloureux. Il permet un découpage en 120 unités qui s'appelle appelé le décibel. Donc l'échelle de pression avec laquelle on doit travailler, elle est gradée en décibels. Il est subdivisé en 120 unités au lieu de travailler avec la notion de pascal. Car pour représenter le micron pascal et le pascal sur la même échelle, c'est très difficile. C'est pour cela qu'on doit travailler avec l'échelle logarithmique. On doit travailler avec l'unité qui est le décibel et on le subdivise en unités qui contient un ensemble important de l'ordre de 120 unités. L'intensité acoustique, vous voyez que lorsqu'une onde se propage dans un milieu, elle se propage avec une intensité bien définie. Donc, dans un point donné, l'énergie acoustique peut être exprimée en intensité. Ça veut dire en watts par centimètre carré.
L'intensité est égale à P0 au carré sur ρ de ρc, égale P0 au carré sur l'impédance. P0 c'est quoi? C'est la pression acoustique maximale, ça veut dire c'est l'amplitude. Rho c'est la densité du milieu, C c'est la célérité de propagation de le milieu. L'intensité est donc plus grande si la densité du milieu est faible, ou la vitesse de propagation des illustrations est lente. Il suffit de voir la formule. Donc l'intensité dépend de la pression maximale du milieu, la densité, la célérité, ou bien la pression maximale et l'impédance du milieu. L'énergie acoustique exprimée en intensité watts par centimètre carré dans un milieu donné est inversement proportionnelle à la densité en masse volumique et à la vitesse de propagation, laquelle est elle-même dépendante du module d'élasticité de la densité. L'intensité est donc plus grande si la densité du milieu est faible, ou si la vitesse de propagation des ultrasons de ce milieu est lente. Mais la vitesse de propagation est d'autant plus rapide que la densité est faible. Pression acoustique et énergie. En ultrasonographie diagnostique, l'intensité c'est de l'ordre de quelques milliwatts par centimètre carré. Milliwatts, c'est pas le watt. À quelques dizaines de milliwatts par centimètre carré. On aura des effets biologiques lorsque l'intensité est supérieure à 1 watt par centimètre carré. Donc, les conditions usuelles d'utilisation de l'échographie impliquent des intensités acoustiques très inférieures au seuil d'apparition des effets biologiques. L'intensité acoustique utilisée dans les conditions courantes pour les examens ultrasonographiques est de quelques milliwatts par centimètre carré, tandis que les effets biologiques sont répétés n'apparaître au-delà de 1 watt par centimètre carré. L'innocuité de l'examen échographique, ça veut dire que l'examen échographique ne donne pas de problème si on respecte l'intensité acoustique. L'innocuité de l'examen échographique est donc assurée lorsque l'intensité acoustique et la durée d'exposition restent limitées. On a déjà parlé de cette notion au cours précédent dans les premiers diapos. On a dit que on peut l'utiliser de manière itérative sans aucun problème. Donc l'explication de ça, ou bien la justification, c'est la notion de l'intensité. Des normes ont été définies pour chaque catégorie d'application clinique. Et il est de la responsabilité de l'opérateur de respecter ces normes, généralement pris en compte dans les pré-réglages spécifiques mis en place par le constructeur. Lorsqu'un constructeur fabrique un échographe, donc c'est lui qui se charge de limiter l'intensité acoustique dans la fourchette de milliwatts par centimètre carré et de quelques dizaines de milliwatts par centimètre carré. Ça veut dire que c'est une intensité faible pour que l'opérateur ou bien le radiologue en échographie ne puisse pas irradier ces malades et l'échographie peut engendrer des problèmes de santé. Le niveau sonore, on définit le niveau sonore comme le rapport de deux pressions acoustiques. P, c'est la pression acoustique de la source. P0, c'est la pression acoustique correspondant au plus petit son audible par l'oreille humaine. On choisit d'exprimer ce rapport sous forme logarithmique pour le ramener dans les proportions raisonnables. Le niveau de pression acoustique, LP, est égal à 10 log P2 sur P0. Il est en décibels. P2, c'est la puissance acoustique à la source. P02, c'est la puissance de référence. C'est de l'ordre de 10 moins 2 watts. Log, c'est le logarithme décimal. Le décibel, c'est l'expression de la mesure sonore. Il s'agit d'une unité sans dimension permettant d'exprimer le rapport des valeurs de deux puissances, ou de deux pressions, ou de deux intensités. Le décibel n'est pas une unité en soi. Attention, les niveaux sonores ne s'additionnent pas arithmétiquement.
Ça veut dire on ne peut pas faire, par exemple, 60 décibels plus 60 décibels est égal à 120 décibels. C'est faux. Ils ne s'additionnent pas. Un petit rappel mathématique de la notation logarithmique. Le logarithme de base d'un nombre réel positif est la puissance à laquelle il faut élever la base b pour obtenir ce nombre. Par exemple, logarithme de 1000 en base 10 est 3. Ça veut dire car 1000 est égal à 10 à la puissance 3. Le logarithme de x en base b est noté log b de x. Si on a la base 10, on dit log de base 10, log 10 de x. Par exemple, log de base 10 de la valeur 10 est égal à 1. Log décimal de 1000 est égal à 3. Log décimal de 0,1 est égal à moins 1. Tout logarithme se transforme en un produit, ensemble. La formule suivante, log décimal x fois y est égal à log de x plus log de y. Pour une puissance, log de base 10 de x à la puissance p est égal à p log de x. Donc ce sont des formules qu'il faut retenir car elles sont utilisées. On peut les utiliser en échographie. Un petit rappel sur la notation logarithmique est utile pour traiter de l'atténuation des ultrasons au cours de leur propagation de l'ETC, mais aussi pour exprimer l'amplification des signaux en réception. Donc cette notion de logarithme, elle est plus importante lorsqu'on veut traiter ce qu'on appelle l'amplification des signaux de réception au niveau de l'échographe, ainsi que l'atténuation des ondes ultrasonores lorsqu'elles traversent le corps humain. Donc, on doit faire intervenir cette notation logarithmique. L'atténuation de l'onde sonore. L'oreille humain est sensible à des intensités sonores allant de 10 à moins 2 watts par mètre carré jusqu'à 1 watt. La notation logarithmique en bel ou bien décibels permet d'exprimer plus facilement cette gamme de sensibilité et de représenter de façon plus fidèle la sensibilité de l'oreille aux variations des niveaux sonores. En bel, B est égal à logarithme log de l'intensité I si l'intensité de référence est 0, qui est le seuil de déviabilité est 0. En décibels, bêta égale 10 fois logarithme de I sur I0, où I est l'intensité mesurée et I0 est le seuil moyen d'audition d'une population normale. Prenons par exemple I0 égale à 10 moins 12 watts par mètre carré. Le seuil de débilité correspond à bêta égale à 0. La dynamique de l'oreille humain normal est de l'ordre de 120 décibels. Donc on a 120 unités. On a déjà parlé de ça dans le diapo précédent. Donc au lieu d'exprimer l'atténuation de l'onde sonore par les intensités, on doit l'exprimer par cette formule-là qui est le bêta, qui est égal à 10 logarithme des rapports de deux intensités. Et donc, on doit travailler par l'unité qui est le décibel au lieu de l'intensité qui est le watt par mètre carré. Donc, l'atténuation, elle est exprimée en décibels. Il suffit de travailler avec l'échelle entre 0 et 120 décibels. Donc, l'amplification, comme l'atténuation de l'intensité ultrasonore, sont exprimées en décibels. Il est très important ça en échographie. Il s'agit d'une notation en valeur relative sur une échelle logarithmique, rapportant l'intensité mesurée à une intensité de référence. En pratique, on ne travaille pas avec les intensités, mais
on travaille avec la notation qui est le décibel. L'expression en décibels est utilisée en audiométrie, car l'oreille humaine est capable de détecter des sons de très faibles, mais aussi de très forte intensité. Seule une échelle logarithmique permet de rendre compte commodément d'une gamme aussi étendue d'intensité. Si on a des valeurs de très faibles, et des valeurs qui sont très fortes pour l'intensité, si on essaie de les exprimer sur une échelle linéaire, on ne peut pas les voir. Car les valeurs qui sont de très faibles valeurs, car les intensités par exemple de très faibles valeurs, ils doivent être condensées vers le côté gauche de l'échelle. Par contre, les grandes valeurs doivent aller vers le côté droit. Et donc, on n'arrive pas à les voir bien dispersés sur l'échelle linéaire. C'est pour cela, pour qu'on puisse les voir d'une manière correcte, on utilise l'échelle logarithmique. En outre, plutôt que d'exprimer l'acuité auditive d'un sujet en valeur absolue de pression acoustique, il est avéré préférable de quantifier l'audition par rapport à l'acuité auditive moyenne d'une large population normale. Le seuil d'audition pour la fréquence donnée dans cette population normale est donc pris pour une référence à 0. Et l'acuité mesurée est exprimée en comparaison à cette valeur de référence I sur I0. On appelle la dynamique le rapport entre la plus haute et la plus petite intensité détectable au misérable. La dynamique de l'oreille humaine est normalement de l'ordre de 20 décibels. On peut de la même façon caractériser un système ultrasonographique par le rapport entre la plus forte et la plus petite intensité acoustique qu'il peut détecter. La dynamique des appareils échographiques actuels peut être égale ou supérieure à 120 décibels. Prenons un exemple pratique. On a une onde acoustique qui est émise par une sonde échographique à l'intérieur, par exemple, d'un organe donné. Prenons par exemple l'abdomen. Lorsque les ondes ultrasonores traversent l'abdomen, donc elles doivent subir des réflexions au niveau des différentes interfaces à l'intérieur de l'abdomen. Les réflexions qui sont venues des interfaces proches de la peau, elles auront une intensité très élevée. Par contre, les ondes ultrasonores qui ont une réflexion dans les parties profondes de l'abdomen, elles ont une intensité faible. Et donc, si on veut étudier ces deux signaux, donc il faut utiliser la notion des décibels. Car on a une intensité qui est très élevée et une intensité qui est très faible. Pour qu'on puisse les analyser, donc il faut l'analyser en unité décibels. Ça veut dire le rapport entre l'intensité et l'intensité de référence. On applique la formule logarithme. Voilà un exemple ici qui montre l'atténuation de l'onde sonore. Lorsqu'on définit une atténuation ou bien une amplification, il importe de préciser si l'on exprime en intensité ou en amplitude. Le graphique du haut représente la décroissance d'intensité d'un bruit par palier de 3 décibels, tandis que le graphe du bas représente une décroissance par palier de 1 décibel. On retrouve le rapport de 20 entre l'intensité et l'amplitude. Donc, l'atténuation ou bien l'amplification ultrasonore, donc, lorsqu'on veut travailler avec ces deux notions, il faut préciser, est-ce que tu travailles en intensité ou bien en amplitude? Ça veut dire, est-ce que tu fais, lorsque tu travailles avec la formule qui permet de passer de l'unité watts par mètre carré en décibels, ça veut dire le rapport des intensités, on applique le logarithme, ou bien est-ce que tu travailles avec le rapport des amplitudes, ça veut dire le A sur A0. Donc il y a une différence entre les deux, car la formule ça change.
si on travaille avec le rapport des amplitudes, il faut qu'on fait une multiplication dans la formule précédente. Donc on doit avoir, au lieu de 10, on doit faire 20. 20 log de A sur A0. Par contre, lorsqu'on travaille avec l'intensité, I sur I0, on doit faire le 10. 10 log de I sur I0 pour exprimer l'atténuation. Donc, il faut que tu précises ce que tu travailles en amplitude ou bien en intensité lorsqu'on veut étudier l'atténuation ou bien l'amplification des ondes ultrasonores. Donc, avant de passer à une autre partie qui est la production des ultrasons, on doit s'arrêter ici pour finir cette partie-là concernant les notions de physique acoustique concernant les ondes mécaniques, bien acoustiques d'une manière générale. Et je vous remercie jusqu'à un nouvel cours qui concerne la production des ultrasons.